L'invité du jour, animé par Emmanuel Guibert. Dans le cadre du Festival du journalisme à Couture-sur-Garonne, j'ai eu le plaisir de rencontrer un jeune journaliste qui vient d'Haïti et qui va nous parler un peu de son pays. Et d'abord, bonjour. Bonjour, je suis Jean-Samuel Mentor, je suis journaliste haïtien depuis 2017, ça fait 8 ans. En 2020, j'ai commencé avec la radio en 2019 et en 2020, pendant la période de Covid-19, il y avait les travaux à distance, tout ça, travailler à distance, télétravail. Donc du coup, on a décidé, moi et d'autres collègues, de créer notre propre média qui s'appelle toujours Haïti News 2000. Et c'est de là aussi, on voulait avoir notre propre ligne éditoriale et de ne pas être sous influence d'un patron de médias qui nous dit quoi dire, quoi faire de notre propre travail. Et on a commencé à inquiéter parce que de base aussi, je suis journaliste d'investigation sur Haïti et l'administration publique, la corruption. Mais là, quand vous me parlez de votre parcours, vous étiez à Haïti ou pas encore en France ? Oui, oui, j'ai passé toute ma vie en Haïti. Oui. J'ai laissé Haïti en 2023 à cause d'une enquête. Une enquête que j'ai commencé pendant 9 mois, on a enquêté. Et lorsque nous étions au bout de cette enquête, les personnes épinglées de cette enquête, ce sont des hommes d'affaires, anciens sénateurs, anciens députés, des hauts cadres de la police nationale d'Haïti. Ils nous ont forcés, ils nous ont menacés. Et moi et d'autres collègues, on a laissé le pays, on a laissé Haïti en 2023. Et ma maison personnellement était criblée de balles. Et j'étais obligé de rester caché pendant une semaine parce que je suis venu ici en France pour un prix que j'ai été sélectionné pour remporter ce prix qui est le prix Bayeux Calvados Normandie de correspondant de guerre pour un travail que j'ai fait en Haïti. Et quand je suis retourné, j'étais obligé, parce que ma maison était criblée de balles, j'étais obligé de retourner en France. Et de là, je fais la demande d'asile et maintenant je suis réfugié politique, ça fait 2 ans. Oui, alors donc vous avez quand même pu partir légalement, vous êtes réussi à arriver à Port-au-Prince et prendre l'avion sans être inquiété ? Oui, et je pouvais faire l'aller-retour, soit pour participer avec des prix ici en France, soit pour des conférences, pour parler d'Haïti. Et j'avais le visa français, mais par contre ma femme n'avait pas le visa. Ma femme qui est journaliste aussi, qui était menacée pour un travail qu'elle faisait aussi sur des femmes, des violences sexuelles qu'on fait aux femmes en Haïti. Donc elle était menacée aussi. Moi, quand je suis parti, je l'ai laissée. Donc du coup, c'était terrible pour elle. Pendant 4 à 6 mois. Et elle a fait la demande de visa, ça a pris un peu de temps. Après, elle est venue me rejoindre 6 mois après. Donc, du coup, depuis, je suis ici avec elle. Pour elle, c'est difficile de reprendre le métier parce que les menaces étaient tellement difficiles. Elle est traumatisée. Elle se demande est-ce qu'elle pourrait reprendre le métier de journaliste. Moi, je suis un passionné, c'est ce que j'aime faire le journalisme, mais je vais continuer à travailler. Et maintenant, je suis en France, je travaille avec des collègues, avec des confrères français ici sur Haïti, sur la France et Haïti, 2 pays qui sont liés historiquement. Et je travaille avec des collègues belges aussi qui veulent savoir qu'est-ce qui se passe en Haïti, la politique belgique sur Haïti, est-ce qu'il y a corruption, on essaie de voir. Et c'est ça depuis, je suis exilé, je suis loin, très loin de mon pays, très loin de ma famille. Et ça fait 2 ans et c'est difficile à chaque fois que j'évoque ou bien que je parle que je suis loin de Haïti parce que j'ai passé toute ma vie là-bas. Oui, vous êtes haïtien. Et comment vous arrivez à avoir des informations sur ce qui se passe que nous, on entend sur les journaux, mais réellement, comment vous avez cette information ? D'abord, est-ce que ça vous gêne pas de communiquer directement avec Haïti ? C'était difficile pendant les 6 premiers mois. Pendant les 6 premiers mois, c'était difficile. Mais maintenant, j'avais toujours les collègues, j'avais toujours des confrères qui connaissent Haïti, qui vivent en Haïti aussi. Et on a un forum, on partage toutes les informations. Il suffit de vérifier est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise information. Ouais. Parce que même si on a des confrères journalistes, on peut partager des informations. Mais il y a des journalistes qui sont pour, il y a des journalistes qui sont contre. Mais seulement on essaie de vérifier autant que possible les informations. Après, si on n'est pas sûr d'une information, on ne le partage pas avec notre environnement. Mais c'est difficile de rester en contact
de rester informé de ce qui se passe en Haïti, que ce soit, c'est difficile parce que c'est difficile, on est très loin, mais aussi mentalement c'est difficile parce que je me suis rendu compte que les informations qui me viennent d'Haïti me font beaucoup plus mal que quand j'étais en Haïti. Parce que mentalement, physiquement, à chaque fois qu'un collègue m'appelle, c'est difficile, je me demande est-ce qu'il y a un problème. Je m'attends toujours au pire. Donc mentalement, physiquement, je suis un psychologue pour ça qui essaie de m'aider. Soit il me dit la solution, tu sais déjà la solution, c'est d'arrêter avec les informations. Et le problème pour moi, je ne peux pas parce que je suis journaliste, c'est mon métier et j'aime. J'essaie tant bien que mal d'essayer d'informer, mais on essaie aussi de prendre la distance par rapport à certaines informations. Oui, puis c'est important d'informer, nous, en France et puis à l'étranger, de savoir, parce que bon, ce qu'on entend, mais on entend vaguement qu'il y a des gangs, que les gens ont peur, que les gens ont faim aussi, bon. Mais c'est important que ce soit les Haïtiens ici en France qui sont directement en contact avec leur famille ou leurs amis ou leurs confrères, de nous dire exactement ce qui se passe, quoi. Effectivement, et c'est ce que je me suis rendu compte aussi, comment je peux continuer, parce que je faisais un travail, tant bien que mal, j'aidais mon pays à avancer dans un sens, entre guillemets, parce que je me souviens, notre enquête, on a fait une enquête sur les prisonniers, sur les prisons civiles en Haïti, parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup de corruption en Haïti dans les prisons civiles, et après cette enquête a été publiée, le directeur de l'administration pénitentiaire était obligé de démissionner. Donc du coup, on voulait faire du journalisme de solution, on voulait faire bouger les choses et si on peut le faire tant qu'on est ici en France, je continue à le faire et c'est pour ça que je vous dis que je travaille avec des confrères français sur Haïti et sur la France, sur Haïti. Est-ce qu'il y a des corruptions entre les deux pays? Est-ce qu'il y a des hommes qui financent tout ça? Des États-Unis, comment ça se passe? Je suis en contact vraiment. Est-ce que je peux faire bouger les choses? C'est très difficile. Mais je crois que c'est possible un jour avec mon travail, avec mon métier. Et c'est ce que j'aime faire, que je peux apporter quelque chose à mon pays, à Haïti, à aider le pays à bouger. Mais comment vous analysez la situation, puisqu'il y a Saint-Domingue qui est pas loin, comment vous expliquez ce chaos qui est Haïti, avec des gens qui sont maltraités, qui sont dans la pauvreté, que ce soit les gangs et de la drogue qui font la situation de laquelle on est. C'est l'histoire, sans doute, qui explique tout ça. La spirale de violence qu'on vit actuellement qui sévit en Haïti a commencé réellement en 2021. Certes, il y a toujours des gangs en Haïti depuis la nuit des temps, ça a été toujours le cas, mais depuis le 7 juillet 2021, le président a été assassiné. Il n'y a vraiment aucune institution en Haïti. Toutes les institutions sont en berne, aucun parlement, parce que le mandat des sénateurs et députés ont pris fin. Ça fait longtemps, depuis 2020, et il n'y a pas d'élection, donc le Parlement est caduc, il n'y a aucun Parlement. Et la présidence, il n'y en a pas de président en Haïti, il n'y a qu'un Premier ministre à l'époque en 2021, après l'assassinat du président. Et ce Premier ministre, on le sait, les massacres ont augmenté. Il n'a rien fait pour organiser les élections, pour ramener la sécurité en Haïti. Pourquoi les gangs maintenant? On parle de autosuffisance, l'autonomie des gangs maintenant. Les gangs, on le sait, c'était déjà là. Pour gagner les élections en Haïti, il faut avoir deux choses. Ce sont les armes et l'argent. Et les politiques, ils le savent. Ils partent dans des quartiers pauvres, dans des quartiers populaires. Ils donnent des armes, des munitions et de l'argent aux jeunes entre 14, 13 ans, 17 ans, pour qu'ils fassent de pression dans les centres, dans les bureaux de vote et remplissent le bourrage des urnes et gagnent les élections. Et ces armes, ils sont restés dans les quartiers. Ils sont restés. Maintenant, il faut que ces gens ils continuent à avoir de l'argent. Et avec ces armes, ils utilisent ces armes pour faire du kidnapping, pour faire la pression sur des business, des entreprises qui sont dans l'environnement, et comme quoi, si tu ne nous payes pas, tu vas fermer. Et c'est ça. Et maintenant, on parle d'autosuffisance des gangs parce qu'ils n'ont plus besoin des politiques. Ils font du trafic de drogue, du trafic d'armes. Ils peuvent acheter eux-mêmes les munitions et maintenant, ils sont incontrôlables. Il n'y a pas des soldats du Kenya, je pense, qui sont censés faire un peu la loi?
D'après ce que j'ai compris. L'armée, pas même ce sont des policiers kenyans qui sont en Haïti en 2023, à la fin. Mais ces policiers kenyans, on le savait, c'était peine perdue, c'était un échec, c'était une mission qui était échouée avant même d'être commencée. Pourquoi? Parce que 2 jours avant que les policiers kenyans arrivent en Haïti, ils ne savaient même pas leur rôle, qu'est-ce qu'ils devraient faire. Dans le contrat qu'ils ont signé, vous allez en Haïti pour sécuriser les bâtiments publics, pour sécuriser les aéroports. 2 jours avant, on leur dit non, vous serez en Haïti pour contrecarrer les gangs, ce que les Kenyans n'ont pas accepté. Et puis le délai encore a repoussé. 2 semaines après, ils sont arrivés en Haïti parce que l'argent a été doublé. Le président kenyan a demandé qu'il faut qu'on augmente l'argent pour ces hommes. Et maintenant, on le voit, ils sont impuissants, manque de formation, manque de connaissance du pays. Petite anecdote, l'ambassadeur canadien, il a dit, quand on demandait pourquoi pas on n'envoie pas l'armée canadienne en Haïti, il a dit non, attention. La situation en Haïti dépasse l'armée canadienne. Et vous pensez que maintenant, les policiers kenyans peuvent venir mettre de l'ordre? Je ne croyais même pas. J'ai même contacté un confrère kenyan, journaliste. Je lui ai demandé, est-ce que tu penses que les policiers kenyans peuvent mettre la paix, peuvent régner l'ordre encore? Il dit non. Bon, les policiers kenyans ne peuvent même pas sécuriser une manifestation au Kenya. Comment vont-ils... Dans un pays qui n'est pas le leur. Voilà, qui manque de formation, manque de connaissance du terrain. On le savait que c'était un échec. C'était la diplomatie américaine parce que ce sont les Américains qui ont poussé pour ça. Et voilà, ça fait 2 ans, 1 an et demi que les Kenyans ils sont en Haïti. Rien n'a été fait. Au contraire, ils ont perdu 2 hommes, je crois. Donc ils ont été un peu contraints et forcés de venir à Haïti sans formation, sans préparation. Et dans un pays qui n'est pas le leur, ils n'ont pas envie non plus de se faire trouer la peau, je suppose. Effectivement, j'avais une vidéo d'un ami policier qui me montrait comment vivaient les Kenyans dans les centres là où ils étaient logés. Ils ne faisaient rien, mangeaient midi, soir. Et je le comprends aussi parce qu'ils ne vont pas aller sur le terrain comme ça, sans vraiment d'équipement. Et c'est la police nationale d'Haïti qui menait vraiment les exactions contre les gangs pendant ces derniers mois. Et les Kenyans, ils disent, bon ok, on est ici, mais on n'était pas ici pour contrecarrer des gangs, on était ici pour sécuriser les bâtiments. Et c'était ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner une note d'espoir là? D'abord, vous avez donc votre carte de réfugié. Et comment vous arrivez à vivre là? Vous avez une solde où vous faites des contrats à durée déterminée, des piges? Effectivement, journaliste, pas de travail pour les journalistes. Bon, c'est pas de travail. On sait que c'est un métier qui est extrêmement difficile pour trouver un travail. C'est le réseau. Moi, je fais partie d'un programme qui aide les journalistes réfugiés qui s'appelle Voix en exil. Avec ce programme, je continue à travailler sur mon projet professionnel, mon projet journalistique. Et avec ce programme aussi, je peux continuer à être journaliste. Mon projet journalistique que j'ai pour le moment, c'est la création de médias pour continuer à informer sur la situation. Mais aussi, je fais des piges avec des médias ici en France. Je parle aussi sur la situation en Haïti. Je fais de l'EMI aussi, de l'éducation aux médias et à l'information avec des lycéens, des collégiens ici. Et en France, je trouve qu'il est très très important et les étudiants à l'université aussi, les collégiens, les lycéens doivent savoir vraiment, on entend il y a quelque chose en Haïti, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je les aide à identifier, voilà ce qui est vrai, ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est pas toujours vrai et c'est important. Moi quand je le fais, si je pouvais le faire en Haïti, ce serait vraiment un plaisir pour changer cette génération. Voilà, les réseaux sociaux, voilà les vraies, voilà les fausses informations. Et oui, c'est ça, projet professionnel, je continue à travailler sur ça. Et pour Voix en exil, il m'a apporté de réseau. Ce métier le veut. Pour continuer à exercer ce métier, il faut avoir du réseau. Bon, merci parce que vous gardez un peu d'espoir que les choses changent et que l'opinion publique internationale ait quand même une information plus objective et puis qu'on vous souhaite du courage pour continuer malgré l'exil quand même. Merci, on garde espoir et nous les Haïtiens, on espère toujours que ça va changer et sincèrement j'espère que ça va changer et le jour où ça va changer, j'espère que je pourrai vivre dans un pays où je suis
Haïti en paix. Même si la France m'a accueilli, c'est mon deuxième chez moi. Je sens que je suis chez moi. J'ai trouvé des gens formidables, des associations, organisations qui sont formidables. Et franchement, si je peux aider à changer quelque chose dans mon pays, aider à avancer quelque chose en Haïti, ce serait formidable que je participe. Merci beaucoup. C'était l'invité du jour, animé par Emmanuel Guibert.